Bienvenue dans ce 9e épisode de Ski Chrono Débrief avec Marc Garcia, notre consultant, ancien membre des équipes de France et slalomeur. Rien, Marc, ne nous sera épargné pour cette course au globe entre Alexis Pinturault et Marco Odermatt, le Suisse. Les deux hommes sont désormais au coude à coude, 31 points. Un dimanche cauchemardesque pour Alexis Pinturault qui a enfourché la seule fois de l'hiver, pendant que Marco Odermatt, lui, était tranquillement chez lui en train de regarder, j'imagine, ce slalom. Et encore des montagnes russes avec ce doublé français, Clément Noël et Victor Muffagendé, un doublé qui n'avait pas eu lieu depuis 2009 pour les garçons, pour les Français, entre Granger et Liseroux à Kitzbühel. Donc voilà, encore un grand week-end de ski, des émotions, un peu de désillusion pour Pinturault, un coup d'éclat pour Clément Noël et pour Victor Muffagendé. Et puis on regardera aussi un petit peu avec toi le coup d'œil sur la Coupe du Monde féminine qui est aussi très serrée, encore plus serrée que chez les hommes, puisqu'il n'y a que 6 points d'écart entre la Slovaque Petra Vlhová et la Suissesse Lara Gut. Voilà. D'ailleurs, on va commencer, Marc, avec ce week-end les dames qui étaient à Auray, en tout cas pour Petra Vlhová et Michaela Schifrin. Lara Gut, elle était aussi, j'imagine, chez elle, puisqu'elle ne fait pas de slalom. Qu'est-ce que tu penses de ce week-end pour Petra Vlhová? Comment tu l'as trouvée? Bien vendredi et samedi, elle fait cette faute. On a cru peut-être, j'allais dire presque éliminatoire pour la course au globe, mais finalement, elle revient et elle se qualifie et elle arrive à faire 8e. Elle a sauvé les meubles. Ouais, elle a sauvé les meubles. La faute, c'est une faute toute bête en slalom. Elle part le 3 horizontal suivi de la double. Elle engage un petit peu trop. Elle rentre trop direct dessus, ce qui fait que son deuxième appui est un peu sous la porte. Donc la neige, comme c'était pas en deuxième, c'était pas de la neige, ils n'avaient pas salé. Donc la neige un peu douce, comme elle est quand même assez costaud, elle travaille beaucoup sur la force. Ça lui a planté le ski. Donc on a vu la grosse faute. Elle a vraiment eu beaucoup de Elle fait chance. une belle À figure. mon avis, ouais, une belle figure. Elle a eu le moral d'aller jusqu'au bout, puis surtout, elle a eu la chance de pouvoir rester dans les 30. Mais elle a expliqué déjà depuis quelques interviews que elles sont rincées comme des chaussettes, à mon avis, un peu comme Pinturault. Et ces filles comme ça qui ont fait toutes les disciplines, qui se sont battues tout l'hiver. Et Plus les surtout championnats du monde. après les championnats du monde, où en plus, il y avait quand même une certaine désillusion pour elles. Et de ce fait, ils ont remis le couvert. Ils ont remis le couvert pour retravailler, au lieu de lever un peu le pied. Et là, je l'ai senti, moi, comme Guisine d'ailleurs, je l'ai senti fatigué nerveusement. Après, on a pu voir qu'elle doit avoir une sacrée ceinture abdominale pour rattraper cette faute. On sait que c'est vraiment une skieuse très physique. Elle a des qualités vraiment hors normes, mais là, ça lui a servi pour revenir dans le tracé. Oui, ouais, moi j'ai eu l'occasion d'entraîner un Tchèque et ces pays de l'Est, c'est des fous furieux du physique. Et j'ai souvenir d'avoir été à côté d'elle à Intertoux, avoir les journées du matin sur la piste, ouais, pardon, et l'après-midi, les séances d'entraînement de mammouth. Donc c'est des gens qui sont vraiment formatés pour ça. Bon, je pense qu'elle a bien sauvé les meubles. Bon. Alors là, on se trouve à la veille des finales à Lenzerheide pour les filles. Donc, 4 courses au programme. Vlhová fera les 4, je pense, j'imagine, alors que la Ragout, elle, ne fera pas le slalom. Pour toi, il y a un petit avantage quand même à Petra Vlhová, ou la fraîcheur de la Ragout peut faire la différence? Tu sais, aujourd'hui, on a essayé de faire des suppositions. Je ferai pas de pronostic plus que ça. C'est l'incertitude du sport, le nôtre comme beaucoup d'autres. Donc, certes, Petra a une discipline qui est le slalom, mais en descente, globalement, elle est quand même nettement moins Derrière. forte. Donc derrière, donc ça va jouer vraiment à peu de choses. Tout dépend comment Lara va skier en géant, parce qu'elle est restée sur une sacrée contre-perf à Yasna, à mon goût. Donc voilà, après, c'est la façon dont il reste 2 jours là. C'est de la façon dont tout le monde va pouvoir gérer ces phases-là de repos absolu, de récupération d'influx nerveux ou d'en rajouter une couche. Ça va être des stratégies propres à chaque équipe et à chaque athlète. Donc, en tout cas, c'est super intéressant. En tout cas. Avec un élément supplémentaire dans la perspective, c'est qu'on vient d'apprendre, on en reparlera tout à l'heure, que les premiers entraînements de descente à Lenzerheide sont annulés en raison des grosses chutes de neige qu'il y a eu depuis ce week-end et encore annoncé cette nuit. Donc, ça peut donner une journée supplémentaire à Petra Vlhová pour se refaire un peu la cerise. Oui, certainement. De toute façon, pour elle, c'est tout bénéf. Après ces 2 slaloms, ou encore plus en slalom, on dépense énormément d'influx nerveux.
Donc, du coup, je pense que ça va lui permettre de mieux récupérer. Ceci étant, elles ont eu du bol quand même cette année. Ils ont eu un programme chargé, mais elles ont évité beaucoup de overstress, tu sais, avec les débriefs, avec Oui, les conférences de presse. C'était quand même moins intensif, mais il y a quand même une grande fatigue. d'accord. Un petit mot sur les Françaises. Nastasia Noens a décroché sa qualification sur le fil, 24e finalement au général. Elle sera à l'Enzerheide pour le slalom de samedi. Elle sera accompagnée par Tessa Worley en super G et en géant, et puis par Tiffany Gauthier en super G. C'est vraiment, là encore, une petite délégation, mais c'est à l'image de l'hiver. Oui, oui, tout à fait. À l'image de l'hiver. En tout cas, Nasta, je pense que elle est arrivée, elle avait fait des bonnes parties, des bonnes premières manches. Elle a de quoi se rassurer malgré tout pour elle, hein, même si on pourrait être encore plus demandeur. Bon, Tessa, il y a rien à rajouter là-dessus. Elle est capable d'aller nous claquer une belle victoire sur la finale de la Coupe du Monde, d'être aussi peut-être en Super G. Et on l'a dit et répété, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'expérience à emmagasiner pour ce groupe filles, voir ce qui arrive derrière avec le groupe d'Europe pour ces prochaines années. Parce que ça. Puis bon, récupérer aussi nos blessés, il ne faut quand même Les pas oublier. blessés, Hein, on Roman a aussi nos deux Miradoli, Clara blessés, Direz. voilà, qu'on salue bien, toutes les deux. Donc on a vraiment besoin qu'elles réintègrent un peu cette équipe pour essayer de donner un petit peu plus de densité. On le rappelle, pour les finales de la Coupe du Monde, c'est les 25 premiers au classement général qui sont qualifiés. On passe aux hommes, alors avec ce week-end de Kranjska Gora, qui est un week-end qui historiquement sourit beaucoup aux couleurs françaises. On commence par ce cocorico et ce doublé, ce bouquet final dans un slalom dantesque. On a tout eu, la pluie ce matin, la neige, la piste défoncée, un tracé un peu tortueux sur la seconde manche, le norvégien. Jean-Pierre Vidal l'a dit sur Eurosport, on serait que revenu aux grandes années d'Ante Kostelic. Et au final, deux lumières bleues dans cette tempête, Clément Noël qui s'impose pour la deuxième fois et Victor Buffagandé qui décroche son premier podium en slalom. Ouais, je commencerai par Totor, qui vraiment depuis le temps, il avait vraiment fait une très bonne saison cette année en slalom. On l'a vu ensemble à Chamonix, et puis il est monté crescendo et depuis le temps qu'il s'investit, qu'il travaille notamment beaucoup sur la recherche sur son matériel. Alors il a un peu plus de difficultés en géant, on sait un petit peu, mais là, bravo à lui, il est enfin monté sur la marche et en fait, il fait quand même une magnifique deuxième place. Bravo à lui, bravo à toute son équipe, à ses techniciens, au coach. Et il le mérite amplement. C'est un besogneux et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça de sa part. Alors Clément, moi Oui, j'ai trouvé qu'il nous a claqué deux manches magnifiques, y compris surtout la deuxième manche où vu les conditions atmosphériques, les conditions de piste, la forme de tracé, comme tu l'as précisé, moi j'ai vu un Clément Noël qui a enfin pu poser correctement ce qu'il était capable de faire dans tous les types de neige. C'est-à-dire que sur la neige un peu plus dure, sur ses mouvements de terrain, sur ses dévers un petit peu au niveau des piquets, sur des gros trous, il a été capable de pouvoir gérer ça et de gagner de main de maître. d'ailleurs, il l'a dit à l'envoyé spécial de ski chrono et du Dauphiné Libéré à Kranjska Gora, il a dit que ce n'était pas du ski, c'était du management de pied. Donc voilà, tellement ça tournait et que ça n'avançait pas sur la fin. Ouais, ça, c'est les faux rythmes qu'on traçait. Bon, c'est le coach. Et comme quoi, on dit toujours si c'est un avantage, et ben, on a quand même vu sur la deuxième manche que le coach Les Norvégiens, de ouais. Christo, ça n'a pas été l'avantage de Christo. Clément, il a été chat pour une fois, parce que sur ces types de terrain, on l'a vu souvent tomber cet hiver, Ouais. hein, croiser les spatules, faire des intérieurs, des choses comme ça. Et là, il a su être parfaitement calme, posé, sans en rajouter, ce qui lui permet d'aller vite. Et surtout de gagner de manière magistrale, je pense. Donc il termine sur une bonne note en attendant l'Enzerheide. Comme il l'a dit avec lucidité, il avait deux objectifs, c'était le petit globe de cristal, finalement remporté par Marco Schwartz, et une médaille au championnat du monde. Il ne l'a pas eu non plus, donc il est un petit peu déçu, mais il a quand même des éléments positifs pour redémarrer la saison prochaine avec de l'ambition. Ouais, je pense que ça a été ces ambitions cette année qui ont fait qu'il y a eu un mélange en fait de choses où on veut trop en faire, trop en rajouter. L'objectif est là, certes, mais après on mélange un petit peu tout. Je dirais presque vitesse et précipitation. Je crois que c'est des expériences enrichissantes pour lui permettre d'être encore meilleur. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui vraiment, tu vois, ce bassin très haut, d'avoir énormément de disponibilité latérale. Il a été impérial. Alors après, Schwartz a été le plus régulier de tout l'hiver. Je crois qu'il y a rien à rajouter là-dessus.
c'était le plus régulier de tous les slalomeurs. Je crois que vis-à-vis de tout le monde, il mérite ce globe. Évidemment que Clément est déçu, puis c'est ce qu'il visait. Mais bon, Ouais. après maintenant. Mais le Alors, géant lui a fait du bien. Le géant lui je a fait pense du que le bien. géant lui a fait du bien. Il a marqué son premier point, il a pris une belle qualif et finalement, on s'aperçoit que ça lui enlève un peu de la pression et ça lui permet de se dégourdir les spatules. Donc, le globe de cristal de slalom est réglé. En revanche, pour le général, rien n'est réglé. Et Alexis Pinturault, malheureusement, s'est pris les pieds dans le tapis et dans cette porte rouge qui a été fatale en enfourchant. C'est la première fois de l'hiver, il avait été très solide en slalom. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans la tête? Je dirais oui et non. Ce qui est dans la tête, c'est la pression, c'est tout ce qu'il a autour de lui. Il doit gagner, il avait plus ou moins un boulevard à un moment donné. C'est une pression en fait, mais médiatique, il y a une pression de tout le monde, que tu te mets aussi toi-même. Après, en slalom, je l'ai souvent dit, et je pense, je sais de quoi je parle, le slalomeur, il est sujet à l'une des difficultés essentielles, c'est d'enfourcher. Il est vrai que jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu tomber en slalom, on ne l'a pas vu enfourcher. Et en général, quand tu es en phase ascendante, tout vient s'empiler généreusement et très bien. Et quand tu reprends des phases descendantes, ben, du coup, tout va dans le même sens aussi opposé. Mais tu sais, quand tu enfourches en slalom, tu peux refaire le monde. Oui. Mais moi, je l'ai trouvé en géant un peu comme Vlova. Tu vois, j'ai trouvé qu'il lui manquait un peu de peps, un peu fatigué. Et je pense que c'est essentiellement l'influx nerveux. Et là, l'influx nerveux, tu n'arrives pas à le calculer et c'est compliqué à récupérer. Alors, il y a eu, tu dis, ce géant où Marco Odermatt a assommé la concurrence. Lui, il est dans une dynamique totalement différente. Alors, même s'il a plutôt manqué ses championnats du monde, alors qu'Alexis a fait quand même des médailles, il faut quand même le reconnaître, Marco Odermatt est passé à côté de ces mondiaux sans médaille. Là, depuis quand même Chamonix, on a fait les comptes. Il est dans une dynamique totalement, je vais dire, ascendante. Contrairement à Alexis Pinturault. Alors, tu sais, à Ski Chrono, on a sorti la calculatrice. On parle un petit peu. Depuis Chamonix, la Coupe du Monde, Alexis marche à peu près à 21 points de moyenne par course. Il en a fait, il a marqué 6 fois. En revanche, Marco Odermatt, lui, est à 51 points de moyenne. Donc, on voit bien le différentiel. Alexis avait 317 points d'avance à Chamonix. Il en a plus désormais que 31. Et clairement, les courbes ne sont vraiment pas les mêmes. Qu'est-ce qu'il doit faire pour, j'allais dire, reprendre les choses en main, avoir son destin entre ses mains pour cette semaine de Lenzerheide? Alors après, je crois qu'il y a plusieurs possibilités pour lui. C'est de se dire, est-ce qu'il va réellement faire la descente, par exemple? C'est ce que tout le monde pose comme question. Alors, il a répondu que non. Il a dit qu'il ferait l'entraînement, mais qu'il ne ferait pas pour l'instant la descente. Ouais, en général, c'est un petit peu ce qu'il fait. Ça lui permet un petit peu de tester la piste sur laquelle, théoriquement, il y aura le super géant. Donc, c'est aussi une façon de tester un peu la piste, tester un peu les conditions. Et il l'a déjà fait par le passé. Après, il essaie effectivement de l'influx et puis du PEPS. Donc là, je pense que après, c'est la façon dont ces 3 jours, comment ils vont prendre une décision sur une stratégie, tout simplement. J'y vais, je continue, je mets mes skis au point, je retravaille les nouveaux trucs, les machins pour être encore meilleur, ou là, je pose tout, boum, je récupère, parce que là vraiment. Clairement, au départ, il n'y aura pas autant de monde que d'habitude, puisqu'on seront 25, 26 en fonction avec le championnat du monde junior qui est toujours invité. En revanche, sur les finales, il n'y a que les 15 premiers qui marquent des points. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand tu finis 15e, tu marques 15 points. Si Alexis finit 15e, il marquera 15 points. S'il finit 16e, c'est 0. Donc, c'est aussi le bénéfice-risque de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le départ, je perds de l'influx pour le reste de la semaine pour marquer des points sans avoir cette certitude? Donc, c'est une équation qui est assez difficile à gérer, d'autant plus qu'il y a un autre élément qui rentre désormais en ligne de compte. Il y a la météo. On annonce vraiment un temps très, très délicat sur les Grisons cette semaine. Le premier entraînement, comme on l'a dit tout à l'heure, a été annulé lundi. Donc, tout le monde se donne rendez-vous mardi. Il va récupérer, il va faire l'entraînement. Après, quelle va être la décision? Est-ce qu'on pourra faire la descente le mercredi? Rien ne le dit. Donc, il y a un jour de réserve éventuel sur le team event du vendredi qui peut sauter si on décide de faire la descente. Parce que normalement, une descente, si elle est annulée ou au final, elle n'est pas remplacée. Voilà. Ouais. Donc, c'est là, on doit, je le répète,
voir la fraîcheur, le bénéfice-risque de se fatiguer ou de marquer des points. C'est pas évident, mais je pense qu'il va prendre la bonne décision et je pense qu'il ne sera pas au départ de la descente. Oui, je pense aussi. Je pense que la logique, c'est qu'il aille tester un petit peu cette piste, un petit peu la neige, mais qu'ensuite, surtout, évite. Alors là, pour le coup, en descente, c'est là, en fonction des conditions atmosphériques, tu t'arrêtes, tu es dans le bar, tu vas te reposer, là, décalage et tout. Alors là, tu laisses vraiment des plumes et de l'énergie. Donc la sagesse, il faudrait qu'il laisse vraiment de côté la descente et qu'il se concentre du mieux possible parce qu'il est capable de gagner le Super G aussi. Hein. Oui, Les deux sont capables. les deux, Il est capable de gagner le Super G, les deux. Géant. Et après, si Odermatt fait la descente, du coup, après, il y aura une chose équitable, c'est que Peintu fera le slalom. Lui, Odermatt ne fera pas le slalom. Et comme tu dis, la calculette sera de mise. On aura calculette et puis la station météo pour savoir comment on va gérer tout ça. Mais c'est vrai qu'on risque de se retrouver dimanche au slalom pour régler ce gros globe de cristal. Hein. Oui, en tout cas, ça en prend le chemin. Il va y avoir, de toute façon, il y a la vitesse, la descente, et après, ça va tout de suite se donner le tempo entre le Super G et le géant, puisque là, du coup, un coup l'un, un coup l'autre. Hein. Ça passe un petit peu moins bien. Odermatt, aujourd'hui, tu l'as dit, il passe au travers des championnats du monde. Et puis derrière, tu sais, les machines, la dernière fois, j'avais dit, une machine, un athlète, c'est un grain de sable, dans un sens comme dans l'autre. Parce qu'après, là, on n'est plus dans un domaine où c'est du technique pour Alexis Pinturo, c'est le moral, c'est le mental, c'est comment on se remobilise pour retrouver, j'allais dire, comme tu dis, du peps. Bon, tout peut se débloquer, hein, on connaît le champion quand même, mais c'est vrai que ça doit être difficile ce soir, en se rendant à l'Enzerheide, de se dire, bon, voilà, il me reste 31 points d'avance, mais clairement, la dynamique n'est plus de mon côté. Il l'a analysé, il le sait. Donc voilà, on va voir. On est maintenant dans le money time et on va voir s'il est fait du bois de ceux qui sont capables d'aller chercher le globe de cristal. Oui. Et puis aujourd'hui, la déception, elle doit être immense pour lui parce que comme ça, il ne s'y attendait pas. Je pense qu'il ne s'y attendait pas du tout. Plaf, il enfourche. Et là, c'est réglé. C'est un centième de seconde, c'est un millimètre. Et bon, c'est pas passé du bon côté. Et ça fait partie. C'est pour ça que le slalom a un rôle important pour. C'est un avantage de Peintu, mais tu as beaucoup plus de chances aussi de pouvoir te mettre par terre. Bien sûr. OK. Bon, on a hâte d'être un mercredi pour vivre ce début de sprint avec la descente. Hein. On pourra suivre tout ça sur skichrono.com en live avec notre envoyé spécial qui sera là-bas. On vous fera vivre tout ça et puis on se retrouvera pour un dernier ski chrono débrief en espérant qu'il aura la couleur du cristal pour Alexis Pinturo. Hein. Marc, je te souhaite une bonne semaine. Oui, nous aussi, on espère qu'on va enfin pouvoir arroser, boire le champagne pour ce gros globe. Et en tout cas, il le mérite. Et mettre une fin à Lucho, qui était le dernier vainqueur du globe du cristal et qui attend de pouvoir passer le flambeau à Alexis Pinturo. Voilà. Bonne semaine, Marc. Okay. Super. Merci, bonne semaine à toi, Laurent. Merci à tous.